Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite d'une délégation de l'ONU dans l'état du Galmudug en Somalie, visite qui a permis de faire un point sur le projet de la jetée de Obio, une construction essentielle pour développer l'industrie halieutique locale. Il dénonce le nationalisme vaccinal. À l'ouverture du forum de Davos, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est indigné contre les pays riches qui, selon lui, monopolisent les vaccins anti-Covid, situation qui engendre l'exclusion des pays pauvres. Et enfin, quelles conséquences humanitaires après le passage du cyclone Héloïse au Mozambique? L'UNICEF annonce qu'une aide humanitaire serait nécessaire pour plus de 176 000 personnes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, approbation du remaniement ministériel par l'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie. Après une séance parlementaire organisée ce 26 janvier, les nouveaux ministres ont obtenu le vote de confiance des 183 députés présents. Parmi les 11 ministres nommés figure notamment Youssef Zouagui, qui occupe désormais le poste de ministre de la Justice, ou encore Walid Dabi, nommé ministre de l'Intérieur. Une séance qui ne s'est pas déroulée sans quelques perturbations. Des députés de l'opposition ont en effet haussé le ton contre le chef du gouvernement Hichem Mechichi. Les parlementaires l'ont accusé de ne pas prendre en compte les demandes des Tunisiens. La nouvelle équipe gouvernementale désormais approuvée doit à présent prêter serment devant le président Kais Saied. Elle était en visite en Somalie. Une délégation des Nations Unies s'est rendue ce 24 janvier dans l'état du Galmudug pour s'entretenir avec les autorités locales. Rencontre durant laquelle les deux parties ont notamment abordé la construction de la jetée de Obio, projet fondamental pour l'industrie de la pêche locale. Un sujet de la rédaction. Une visite aux enjeux multiples. En Somalie, une délégation des Nations Unies s'est rendue ce 24 janvier dans l'état du Galmudug. Cette délégation, menée par le représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie, James Swan, s'est entretenue avec les autorités locales en vue d'évoquer leurs priorités pour 2021. Sécurité, réconciliation et aide humanitaire étaient au cœur des discussions. Nous sommes également ici pour écouter attentivement ce que les autorités de Galmudug espèrent et attendent des Nations Unies en 2021, afin que nous puissions mieux travailler ensemble pour répondre aux besoins de la population de Galmudug. Au cours de cette visite, les deux parties ont également abordé la construction de la jetée de Obio. Ce projet, fondamental pour l'industrie de la pêche locale, permettra notamment de faciliter les exportations. Sa construction offrira également de nouvelles perspectives pour les acteurs du secteur halieutique. Le Programme alimentaire mondial prévoit à cet effet de les former à de nouvelles techniques de pêche. Le projet de la jetée de Obio fait partie de l'approche dite des systèmes alimentaires du Programme alimentaire mondial, c'est-à-dire des réseaux nécessaires à la production et à la transformation des aliments et qui permettent d'arriver jusqu'aux consommateurs. Les investissements dans les systèmes alimentaires améliorent la résilience à long terme et l'autosuffisance des communautés. Autre moment marquant de cette visite, le chef de la MANUSOM a tenu à saluer les efforts du président du Galmudug, Ahmed Abdi Kariye, pour son implication dans la mise en œuvre du plan électoral. James Swan, qui a également encouragé les dirigeants somaliens au dialogue en vue des prochaines élections nationales. L'actualité, c'est également la dissolution du Comité national pour le salut du peuple au Mali, dissolution actée par décret présidentiel signé le 18 janvier dernier. Cette mesure était attendue par les Maliens. Sa disparition avait en effet été demandée à plusieurs reprises par le mouvement M5-RFP d'une part, mais aussi par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lors de son 58e sommet organisé le 23 janvier, l'organisation avait réclamé sa dissolution immédiate en vue d'éviter d'éventuels obstacles au processus de transition. A noter que cette décision intervient alors que le président de transition Bandao est reçu à l'Elysée ce 27 janvier. Dans l'actualité également, à l'heure où la course au vaccin anti-Covid est lancée dans le monde, le président sud-africain Cyril Ramaphosa prône la solidarité. Lors de l'ouverture du Forum économique de Davos ce 25 janvier, le chef de l'État a dénoncé le nationalisme vaccinal, affirmant, je cite, que les pays riches du monde accaparent ce vaccin. Un système qui, selon lui, favorise l'exclusion des pays pauvres. Dans son message vidéo, le président sud-africain a donc demandé aux pays riches de libérer
libérer les doses de vaccins excédentaires commandées. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes préoccupés par le nationalisme des vaccins. Les pays riches du monde sont sortis et ont acquis d'énormes quantités de doses de vaccins auprès des développeurs et fabricants. Et certains pays sont même allés au-delà et ont acquis jusqu'à 4 fois ce dont leur population a besoin. La manœuvre visait à stocker ces vaccins et cela se fait aux dépens des autres pays du monde qui en ont le plus besoin. L'Organisation mondiale de la santé a fourni un grand effort à saluer en mettant en place l'installation Covid. Elle estimait que nous devions rassembler tous nos processus d'acquisition afin qu'il puisse y avoir une équité dans la distribution et dans l'accès aux vaccins. Maintenant, les pays riches du monde conservent ces vaccins et nous leur disons « Libérez les vaccins excédentaires que vous avez commandés et stockés ». Il n'est tout simplement pas nécessaire d'avoir un pays qui compte peut-être environ 40 millions de citoyens et qui achète 120 millions de doses, voire 160 millions, et pourtant le monde a besoin d'accéder à ces vaccins. Une crise économique d'envergure pour l'Angola. Outre la crise sanitaire, le pays a fait face en 2020 à sa 5e récession consécutive. Le miracle économique tant promis par le président João Lourenço peine donc à se concrétiser. Les précisions de Aïssatou Bari. Tous les indicateurs sont dans le rouge. En 2020, l'Angola, deuxième producteur de pétrole du continent derrière le Nigeria, a enregistré sa 5e année consécutive de récession, moins 4%. À la crise provoquée par la chute du pétrole, depuis la mi-2014, s'est ajoutée la pandémie de Covid-19. À 2 ans de l'échéance électorale, le président angolais João Lourenço, élu en 2017 sur la promesse d'être l'homme du changement, peine à convaincre. Le président Lourenço a juste le malheur d'arriver au mauvais moment. Les produits pétroliers baissaient, il est arrivé dans une situation de rupture. Il a investi son temps et son énergie pour remettre le pays dans l'ordre. Et donc la récession à laquelle fait face aujourd'hui le président Lourenço n'est pas due à son management qui est plutôt excellent et rigoureux. C'est plutôt lié à la conjoncture internationale. L'inflation s'est envolée à 21% en 2020. La monnaie nationale, le Kwanza, dévisse. Le chômage bondit officiellement à 34% et l'endettement public s'est creusé à 128% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2020. J'espère beaucoup qu'il aura la force et la lucidité de pouvoir expliquer les réalités aux Angolais et leur faire prendre un contrat. Un homme d'État, il sert la République, il sert la patrie et il le fait avec beaucoup de détermination. Ce que le président Lourenço est en train de faire dans ce pays est exemplaire. J'espère beaucoup que les Angolais auront la maturité et la capacité de pouvoir comprendre cela au-delà des promesses. Le gouvernement prévoit une croissance nulle pour cette année et lutte pour maintenir le niveau de la production pétrolière. De l'avis de certains analystes, la première des tâches du président Lourenço pour cette année sera de regagner la confiance des Angolais, désenchantés après l'espoir suscité par son élection. La Côte d'Ivoire entend favoriser l'emploi des jeunes. Selon les autorités, 1,8 million d'emplois pour les jeunes ont été créés entre 2011 et 2020. Mais désormais, le gouvernement souhaite que ce soit à présent au tour des Ivoiriens de créer des emplois, et ce grâce à l'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une vulgarisation des conditions de réussite de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. L'initiative privée, et en particulier celle de jeunes, fait partie des conditions de la croissance économique. 1,8 million d'emplois pour les jeunes ont été créés de 2011 à 2020 selon les autorités ivoiriennes. L'objectif est d'amener les jeunes à être les moteurs de la création d'emplois par l'entrepreneuriat. On constate cependant que les jeunes ne possèdent pas toujours les compétences de vie pour réussir en affaires. Les personnes qui ont travaillé à construire des relations sont des personnes qui ont davantage connu le bonheur. Donc il ne s'agira pas simplement d'être un entrepreneur à court terme, il s'agira d'être un entrepreneur qui va être réellement épanoui. Pour être épanoui, la clé c'est de pouvoir bâtir des relations autour de soi, c'est de pouvoir également avoir des attitudes qui sont au-dessus de la moyenne et qui facilitent en fait le contact avec ses clients, avec ses partenaires et qui font en sorte qu'on fédère plus facilement des énergies autour de son projet. Nous initions un programme d'accompagnement pour que les entreprises, c'est plus d'une centaine d'entreprises que nous avons sélectionnées et que ces entreprises-là se lancent dans l'innovation, que cela serve également à d'autres. Et nous entendons mettre en place des outils qui vont permettre non seulement à ces 100-là, mais à d'autres jeunes entrepreneurs et entrepreneureux de s'engager dans l'innovation parce que nous pensons que l'avenir se trouve. Au niveau sous-régional, l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, fait également la promotion de l'entrepreneuriat à travers son programme Tremplin Startup UMOA.
Des prix d'un montant de 200 millions de francs CFA sont octroyés comme financement à des jeunes aux projets innovants dans l'économie verte pour avoir un tissu conséquent dans la zone. Il y a tout ce que nous avons prévu dans le cadre de l'initiative régionale d'amélioration du climat des affaires. Nous allons déployer cela en leur faveur afin qu'elles puissent continuer à bénéficier d'un cadre adéquat pour exprimer leurs talents et pour créer de la croissance, créer de l'emploi, demeurer dans l'innovation au profit de nos économies. L'enjeu, c'est que nous voulons, à travers ce projet, c'est de faire de telle sorte que nous ayons des jeunes gens qui prennent conscience que c'est en entreprenant que nous pouvons justement permettre à l'Afrique de prendre son envol. Au niveau national, a signalé que la Côte d'Ivoire a prévu 15 milliards de francs CFA en 2020 pour financer les jeunes entrepreneurs avec en ligne de mire la création de milliers d'emplois. De son côté, l'agence Emploi Jeunes a collecté 342 560 opportunités d'emploi sur un objectif de 500 000 auprès des organisations nationales et des organismes internationaux. Dans le reste de l'actualité, le Mozambique touché par le cyclone Héloïse, d'importants dégâts ont été constatés après son passage enregistré à une 60aine de kilomètres de la ville portuaire de Beira. Selon les autorités locales et les organisations humanitaires, 6 personnes sont mortes. Autre bilan donné par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Près de 7000 personnes ont été déplacées et plus de 5000 maisons ont été détruites, inondées ou endommagées. De son côté, l'UNICEF évoque que plus de 176 000 personnes, dont 90 000 enfants, ont besoin d'une aide humanitaire. Écoutons à ce propos une sinistrée. Je suis ici à cause des inondations et du cyclone Héloïse. J'ai perdu beaucoup de choses. Ma maison s'est effondrée, je n'ai plus de maison. J'ai perdu tous mes meubles. C'est la raison pour laquelle je suis ici, dans cette tente, où nous sommes 10 femmes, toutes avec des enfants. L'aide que je veux demander, je veux un endroit où il n'y a pas d'eau, où ils nous construisent de meilleures maisons, au moins pour récupérer certains de nos meubles et quelque chose à manger. Car nous n'avons rien pu sauver de nos maisons. Le cirque, un art encore méconnu du grand public au Bénin. Avec leur projet à fond de cirque, l'école Cirque au Bénin et l'association The Serious Road Trip tentent de changer la donne. Leur initiative s'adresse principalement aux enfants défavorisés. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Au Bénin, le projet intitulé « À fond de cirque » révèle les arts du cirque aux enfants des villages et quartiers de 5 communes du pays. Le cabaret à fond de cirque a été initié suite à une semaine de résidence artistique entre les acteurs professionnels et bénévoles du projet en décembre 2020 à Cotonou. Il vise principalement à intéresser les enfants démunis et défavorisés à l'art du cirque, réveiller leurs sens afin de renforcer la pratique du cirque et révéler de jeunes talents. C'est surtout qu'on fait un projet social, donc on travaille avec des enfants qui ont déjà perdu leurs repères, qui ont passé des périodes difficiles. Et on a vraiment une discipline qui nous permet d'imposer un cadre, mais tout en s'amusant. Donc les enfants, on leur redonne envie de croire en eux, de croire au groupe. Et c'est pour ça qu'on agit auprès de ce public-là. Voilà, puis via les arts du cirque, voilà, on arrive à travailler des valeurs de confiance comme les 10 pieds-pieds. Et puis aussi, il y a une grande leçon de vie dans le fait d'essayer, rater, recommencer, essayer, rater, recommencer, réussir, petite victoire par petite victoire. Et puis on finit par jongler avec 3 balles. C'est quand même assez chouette. Le cabaret révèle les performances de 2 artistes béninois, Prime Ezinsé et Norbert Noudéou, figures emblématiques du cirque à Cotonou. Ils se sont brillamment exprimés à travers les numéros de jonglage à balles et le diabolo. Bilan positif, on a fait 2 grosses représentations, les 2 salles étaient pleines, on a touché plusieurs publics et pour nous c'est une satisfaction parce que là les gens ont vu, on pourra revenir après travailler pour pouvoir pérenniser le projet. L'art du cirque reste peu connu du public béninois. L'école des arts de cirque dénommée Cirque au Bénin œuvre pour la formation des jeunes à travers ces disciplines artistiques. Par ailleurs, le cabaret à fond de cirque constitue selon Cirque au Bénin et Serious Road Trip un brassage culturel entre professionnels de la discipline. À noter que la technique circassienne est au service de la poésie, du burlesque, de la magie, de la danse et surtout de l'autodérision. Du
sport à présent, le championnat d'Afrique des nations de football se poursuit avec ce 27 janvier les derniers matchs du groupe D. Au programme, la Tanzanie affronte la Guinée au stade de la Réunification. Le face-à-face Namibie-Zambie est également à l'ordre du jour. On fait le point avec Nathalie Bou. Les derniers matchs de la poule D ce 27 janvier 2021. Tanzanie et Guinée s'affrontent au stade de la Réunification de Douala à 20h et à la même heure, la Namibie et la Zambie vont croiser le fer au stade Omnisport de Limbe. Ce sera la première fois que les matchs du groupe D se joueront dans deux villes différentes, une poule dans laquelle les jeux sont encore possibles. Avec sa victoire en deuxième match face à la Namibie déjà éliminée, la Tanzanie s'est donné une chance de passer en quart de finale. Les équipes zambiennes et guinéennes occupent la tête du groupe, 4 points chacune, avec cependant une différence d'un but en faveur de la Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.